mythe du vampire, immortel buvant le sang de ses victimes et les transformant à leur tour en vampires, apparaît sous différentes formes dans l'imaginaire populaire, selon les cultures. Certes, le plus célèbre vampire reste le comte Dracula, originaire de Roumanie, personnage central du roman écrit par Bram Stoker en 1897. Beaucoup en parlent, mais peu connaissent la légende née de la vraie histoire du prince Vlad l'Empaleur, prince de Valachie au milieu du XVe siècle. Dans la tradition populaire, la personne qui avait fait du mal pendant sa vie, qui mourrait d'une manière brutale ou qui n'était pas animée selon les coutumes, se transformait en strigois, équivalent du vampire après sa mort. Les strigois sortaient de leur tombe et venaient troubler leurs proches. Afin de se protéger de ces morts vivants, les villageois construisaient une barrière de sel en mettant de l'ail à l'intérieur de leur maison. D'autres objets repoussant les vampires étaient le crucifix et l'eau bénite qui leur brûlait la peau en contact avec l'objet. Leur destruction était possible en mettant un pieu dans le cœur. Le best-seller Dracula marque le début de la littérature gothique qui tourne autour du thème des vampires. De ce point de vue, on pourrait considérer le conte comme l'ancêtre du jeune Edward Cullen, protagoniste de Twilight, ou la saga du désir interdit, série de romans publiés par Stephanie Meyer ou bien encore de Lesta de Lencourt, le personnage principal des Chroniques des vampires. Série qui appartient à l'écrivaine américaine Anne Rice. On observe quand même une distinction majeure entre le magnifique Dracula qui tue ses victimes innocentes et le vampire soft, le gentil Edward Cullen, qui veut protéger sa bien-aimée. Ce changement de vision ne correspond plus à la typologie folklorique du vampire, telle qu'elle est décrite par les légendes roumaines. Il y a des siècles que je vis comme cela, seul, au milieu des mortels. Depuis mon réveil dans ce cimetière, je descends en ville chaque nuit pour me nourrir. Pourquoi uniquement la nuit? Je ne sais plus. Mais dès que le jour disparaît, j'ai faim. Terriblement faim. Je me rends dans les endroits où je peux facilement passer inaperçu. Je me fonds dans la foule et m'installe au bar pour y traquer une proie humaine que je pourrais consommer tranquillement plus tard, durant la nuit. Car je suis un prédateur. Je me situe au sommet de la chaîne alimentaire. C'est ce que disent en général les humains des vampires. Ma première morsure, je peux pas vraiment dire que j'ai été mordue, mais j'ai tenu entre mes mains les cendres de Dracula. C'est un petit cercueil comme ça, et je crois que ça m'a marqué à vie. Ce qui était un peu une arme pour moi, c'est de me dire ça n'existe pas, si vous voulez, cette espèce d'autodéfense. Est-ce que je fréquente des vampires? Est-ce que j'en ai rencontré dans des paroisses, par exemple? Est-ce que j'en ai rencontré dans la vie? Oui, c'est vrai, je suis en contact avec des vampires, mais ce ne sont pas forcément ceux de Hollywood. Il y a les vampires qui se considèrent comme vampires sanguins, donc ils boivent du sang, effectivement, comme le nom l'indique. Et les vampires psychiques, qui disent se nourrir de l'énergie psychique des humains autour d'eux. On cherche à échapper, au fond, à la mort. Il y a une société qui est mortifère, anxiogène. D'une certaine manière, le vampire échappe à ça. Il est éternel. Une sorte de monstre, une sorte d'entité maléfique. Mais en même temps, c'est notre moi profond, c'est toutes nos pulsions refoulées, c'est nos désirs cachés. Le vampire, c'est l'équivalent d'une personne qui serait perverse sur le plan caractériel, quelqu'un qui a besoin de faire le mal pour survivre. J'ai cessé d'avoir peur graduellement, je dis à l'âge de 10-11 ans. Et puis, par contre, ma peur de ce monde-ci, des exactions des vampires, elle n'a cessé de grandir depuis l'âge de 10 ans. Ça nous est tous arrivé sans le savoir. Vous passez une heure avec un collègue, avec un parent, et vous en sortez éreinté. Peut-être avez-vous été vampirisé. C'est un concept en psychologie, le vampire psychique. Effectivement, les vampires psychiques, c'est une expression qui est empruntée directement aux vampires des mythes, de la littérature, du cinéma. Le vampire le plus célèbre étant le comte Dracula. Ce sont des créatures qui vivent la nuit et qui se nourrissent du sang de leurs victimes, qui parasitent les humains. Eh bien, les vampires psychiques, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, ce sont des individus qui vont se nourrir de vous, qui vont exister
exister par vous, par exemple. De votre énergie, c'est ça, Brigitte? Ils vont se nourrir de votre énergie. Ils vont aller puiser votre énergie pour exister. Alors, les vampires psychiques, eh bien, ils sont partout. Ça peut être effectivement le collègue de bureau, par exemple, le manager qui va se nourrir de votre travail sans vous donner la reconnaissance que vous méritez. Ça peut être vos enfants. Capricieux, tyranniques, qui vont vous demander trop tout le temps et qui vont vous épuiser. Ça peut être le bon copain qui va vampiriser votre carnet d'adresses parce qu'il ne sait pas lui-même se faire des amis. Ça peut être dans un couple, un conjoint qui attend tout de l'autre pour tout planifier, les loisirs, le quotidien, etc. Donc vous voyez, la palette est très très vaste. Et donc ces vampires psychiques, comment reconnaître ces vampires psychiques, comment agissent-ils aussi et surtout comment leur échapper? Qui sont les vampires psychiques? Eh bien, ce sont des personnes qui ont besoin de notre attention, notre énergie, parce qu'ils ne sont pas capables de la produire eux-mêmes. Alors, en général, il y a deux grandes catégories. Il y a les manipulateurs ou les mythomanes, enfin, pour qui tous les moyens sont bons, qui vont utiliser différentes ressources de manipulation, qui vont nous enfumer, qui vont nous embrouiller. Et puis, il y en a d'autres qui vont être simplement dépendants, c'est-à-dire qu'ils vont jamais mis en place. Pourquoi les vampires psychiques nous vampirisent? Mais parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont juste incapables de produire leur énergie propre, ils sont incapables de se cultiver, ils manquent d'idées, ils manquent de compétences. Donc ils ont besoin de nous à la fois pour qu'on les soutienne affectivement, ils peuvent avoir aussi besoin de nous matériellement, besoin de nous parce qu'ils ne savent pas créer des relations, ils vont profiter de nous pour en avoir. Je veux dire, dans tous les domaines de la vie, ce sont des gens qui ne peuvent pas être autonomes. Et c'est surtout des gens qui sont incapables de donner. Ils ne peuvent pas donner, ils ne savent que prendre. La personne vampirisée va souffrir de troubles physiques, elle va être fatiguée, sentiment de dévitalisation, elle peut avoir des maux de tête, des maux de ventre, également des troubles psychologiques, c'est-à-dire une fatigue psychique, une grande lassitude, ça peut aller jusqu'à d'ailleurs un état dépressif, et puis après un sentiment d'injustice, d'amertume, de colère. Comment se défaire de l'emprise de ces vampires psychiques et comment aller mieux? Déjà les repérer, ne pas se laisser toucher, hypnotiser par eux, se méfier de son empathie, de sa pitié, de son hypersensibilité éventuelle, savoir dire non, savoir dire stop. Qui sont convaincus d'être de véritables vampires. Les autres sont de simples mortels. C'est un monde fantastique où on peut vraiment oublier ses inhibitions. On a la liberté de se laisser aller, à être ce qu'on est, réellement, et de s'exprimer librement, sans craindre de répercussions négatives. Les gens viennent ici en sachant qu'ils verront des vampires. Et c'est exactement ce que nous sommes. Personnage respecté au sein de la communauté, Nicolas travaille comme administrateur et s'implique comme mentor de ce qu'il appelle la spiritualité vampirique. Une sorte de catéchisme de croyance qui maintient que les vampires sont en réalité des dieux vivants. Selon Stretchlock, la religion vampirique, avec ses présumés dieux faits uniquement d'énergie psychique, est à la recherche d'hôtes mortels qui sont prédisposés à être habités de l'âme d'un vampire. Un de nos anciens s'introduit dans le corps de l'hôte et il y crée un état de mutation permanente ou une sorte d'état d'être qui se transformera en vampire. C'est ce qui m'est arrivé quand je suis mort à l'âge de 5 ans. D'après son récit, en 1958, au cours d'une sortie familiale dans le pays de Galles, Nicolas Stretchlock a été prononcé mort durant plus de 20 minutes après un accident de baignade. Après avoir été réanimé, j'ai découvert que j'avais le pouvoir d'entendre ce que les gens pensaient et d'être totalement empathique avec leur état d'âme. J'étais capable de terminer leurs phrases avant qu'ils ne le fassent. C'était troublant parce que j'étais encore un enfant et je croyais que tout le monde pouvait en faire autant. Après l'accident, Nicolas passe les 7 années suivantes à étudier les sciences occultes et à parfaire ses pouvoirs psychiques et curatifs. Il en vient rapidement à croire que son corps est habité par l'esprit d'un dieu vampire. Puis à l'âge de 12 ans, il est initié au clan familial, l'Ordre du Dragon.
C'était essentiellement un rituel célébré par le sang. Les gens parlaient de nourriture et des façons d'acquérir les forces de nos semblables. Ce sont des rituels qui sont pratiqués dans ma famille depuis des générations.